Bonjour à tous, bienvenue dans cet nouvel épisode du SEO by Night et des masterclass SEO aujourd'hui. Donc on est à Orléans, je suis avec Sylvain Perronnet. Salut Sylvain. Bonjour Elliot. Ça me fait très plaisir de t'accueillir ici, alors un à Orléans, deux pour le SEO by Night et les masterclass SEO. Puisque tu fais partie des gens qui m'ont formé, on peut dire, au SEO depuis 2014-2015. Donc c'est un peu un retour d'expérience et de côté aussi, donc ça me fait très plaisir. J'ai une description un petit peu longue de ce que tu fais, parce que tu fais beaucoup de choses. Et donc dans le SEO, je pense que tout le monde te connaît, on va dire. On va le découvrir. Vous avez animé avec Fred Bobet ce matin une conférence sur genre une masterclass même sur l'optimisation de la structure d'un site et l'optimisation du crawl. Donc j'ai vu les participants ressortir, tout le monde était aux anges et très heureux. Donc ça, j'ai hâte de voir les enregistrements pour apprendre des choses. Bon, t'es incontournable dans le milieu du SEO. T'es ancien professeur des universités et t'as écrit énormément d'articles de recherche. C'est, je crois, une cinquantaine, ce qui est beaucoup en fait pour un chercheur. Oui, vu le moment où je me suis arrêté dans ma carrière, oui, tout à fait. Ouais. Tu développes donc des outils pour le SEO. On te connaît beaucoup pour Your Text Guru, maintenant Babar.tech, les deux outils qui ont quand même pas mal grossi. En réalité, tu développes des algorithmes pour aider à la prise de décision sur des gros volumes. C'est un peu comme ça qu'on te définit. C'est vrai que nous, dans le SEO, on oublie ce côté prise de décision, puisque les outils que tu fais sont là pour nous aider à prendre des décisions, en fait. Voilà, justement, à prendre de bonnes décisions. Donc, t'es chercheur, ça, j'ai déjà dit, on va dire. J'ai prévu pas mal de questions. Il y en a certains qui sont communes aux autres intervenants, d'autres qui sont uniques, genre, liées à toi par rapport à ton parcours. La première, qui est un petit peu basique pour tout le monde, c'est l'IA. Donc, dans le SEO, on va pas dire voilà, tout le monde sait ce que c'est. Est-ce que toi, tu l'utilises dans ta vie perso ou comment dans ton business tu l'utilises, mais plutôt pour avoir automatisé ou t'aider dans des tâches au quotidien qui peut-être n'ont rien à voir avec le SEO? Alors, je l'utilise pour tout, déjà. Alors, que ce soit clair, perso ou pro, je m'en sers pour pas mal de trucs. Je me sers de l'IA moderne, ce qu'on voit aujourd'hui, les LLM, ChatGPT, etc. Je me sers aussi de trucs d'IA plus anciens, en fait. Mais je pense que ta question, elle est plus sur les trucs modernes. Elle est plus parce que, alors, toi, quand je te parle, on parle aujourd'hui d'IA, ça fait peut-être des années que tu nous parles déjà d'IA. Je crois que tu as une conf en 2020 ou 2019 de mémoire. Je crois que même 2012 ou 2013 déjà, il y en avait certaines sur le sujet. Voilà. Donc, non, mais par contre, c'était pas la même IA. Voilà. Oui. Et donc, non, si on parle des outils des LLM, donc des outils comme ChatGPT, alors je m'en sers à titre pro pour faire des contenus, etc. Et je m'en sers beaucoup pour faire de la réécriture globalement, parce que l'avantage des LLM, ChatGPT et les autres d'ailleurs, c'est qu'en fait, c'est la capacité à manipuler la langue. Donc, par exemple, je fais beaucoup de choses où j'écris pas mal d'articles voilà, des articles sur le SEO ou sur d'autres choses. Et c'est toujours très laborieux d'écrire des articles. Entre l'idée et l'écriture, il y a un monde qui est un peu pénible. Et en fait, avec l'LM, par exemple, je peux me contenter de dicter mes idées. Le LLM, je lui ai appris comment moi j'écrivais, et je lui demande finalement de mettre à plat mes idées, et après je reprends derrière, etc. Mais la première partie qui est la plus laborieuse finalement, le premier jet, la première écriture, je le fais faire par l'IA, par exemple. Et objectivement, il y a des articles que beaucoup de SEO ont lus sur certains sites bien connus, par exemple, ils ne le savent pas, mais ça a été fait comme ça, en fait. Et je pense que ça se voit assez peu. Et puis après, il y a beaucoup de choses qui sont des tâches vraiment pour accéder à l'information plus rapidement. Quand on fait du SEO, il y a beaucoup de veille, ou quand on s'intéresse à l'IA, quand on s'intéresse au développement, on fait beaucoup de veille. Et en fait, ça accélère énormément la veille, pas tant pour comprendre ce qui est écrit. Alors, je sais qu'il y a des gens, par exemple, qui donnent des articles et qui les font résumer, et ils ne se servent que du résumé. Moi, j'aime bien lire, après, par exemple, un article scientifique jusqu'au bout. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on doit lire dans un flux de données qui est énorme. Et typiquement, sur les articles scientifiques, c'est très compliqué parce qu'il en sort des dizaines tous les jours. Et donc, moi, je fais des GPT, en l'occurrence, qui prennent les articles, qui font un micro-résumé pour me donner les points les plus importants, en lisant l'intro, en gros. Et ça me permet de savoir si je dois lire derrière ou pas. Donc, en fait, c'est pour accélérer mon temps de travail. Globalement, pour moi, je m'en sers surtout pour des raisons de productivité. J'écris du code avec beaucoup. Par exemple, je fais beaucoup de code en R pour faire de l'analyse de données. La première version du code est toujours faite avec ChatGPT maintenant. Et je dois réécrire derrière, mais ça me donne un peu l'impression de travailler avec un étudiant. Quand j'étais à la fac, on fait un TP, l'étudiant il fait son premier truc, il a fait le gros du travail, mais ça marche pas. Et ChatGPT, il fait le gros du travail et ça marche pas vraiment. Mais en fait, reprendre de là, c'est beaucoup plus rapide que de faire depuis zéro. C'est un genre d'assistant qui te fait gagner du temps et toi, l'expertise te permet de finir et de clôturer le truc. Voilà. Okay. Puis ce que tu dis, c'est n'importe qui, entre guillemets, pourrait l'utiliser dans
dans son boulot, dans son job au quotidien, parce que voilà, détailler des données, savoir ce qu'il faut lire ou pas lire. Tout à fait. Comprendre des gros volumes de données, mais ou des tâches très bêtes. Extraire une data d'un fichier Excel énorme, ça se fait bien en faisant du Excel, mais on file le Excel à ChatGPT, on lui dit je veux la 3e colonne mixée avec... Il fait tout automatiquement et il renvoie le fichier. Donc voilà, pourquoi s'en priver, quoi. Ouais, c'est clair, ok. Justement, tu as parlé de contenu. Donc, dans le SEO, le contenu, c'est un des piliers, technique, contenu, popularité. À ton avis, est-ce que l'IA, justement, va faire évoluer la parité de ces éléments ? Est-ce que l'un va prendre le pas par rapport à l'autre ? Ou est-ce qu'au final, ça ne va pas changer tant que ça les choses ? Alors, je suis assez partagé sur ce sujet, parce que l'avenir dira ce qui se passera vraiment, mais il y a une chose, alors c'est très paradoxal ce que je vais dire, l'irruption des outils de rédaction automatique basés sur de l'IA améliore en moyenne la qualité des contenus qui sont mis sur le web. Alors, je sais que c'est paradoxal de le dire, et que c'est pas forcément un truc qui plaît, mais dans les contenus web, il y a des contenus qui sont très bien, puis il y a des contenus qui étaient vraiment, littéralement, je suis désolé de le dire, de la merde en barre. Ces contenus vraiment complètement nuls, ils disparaissent. Parce que le niveau IA est un petit peu au-dessus de ces contenus. Donc, comme le niveau le plus bas remonte, en moyenne, les contenus sont plus qualitatifs. Si les contenus sont plus qualitatifs en moyenne, il est plus difficile pour un moteur de recherche de trier quels sont les bons contenus par rapport aux mauvais contenus, parce qu'il y a moins de mauvais contenus, donc trier, c'est un petit peu plus dur. Si trier est un petit peu plus dur, le moteur a que 2 choix, ou bien il améliore ses algos, mais ça coûte, ou bien il décide automatiquement qu'un autre signal va devenir plus important. Donc, un effet de bord pourrait être que les autres signaux deviennent plus importants, paradoxalement, parce que les contenus s'améliorent. Voilà. C'est intéressant. Okay. Donc, pour moi, c'est la piste la plus probable. Après, peut-être que simplement, ils vont créer de meilleurs algos, et voilà. Et je me trompe complètement, mais moi, je pense que c'est ce qui risque le plus de se passer. Ok. Et est-ce que tu travailles avec beaucoup de consultants, même beaucoup d'agences, mais de beaucoup de personnes qui font du SEO à proprement parler, est-ce que tu vois une évolution déjà dans les techniques de référencement par rapport à l'IA, ou est-ce que ça te semble être toujours un peu les mêmes choses, quoi ? Il y a vraiment une forme d'ubérisation sur les contenus, ça c'est évident, même si la sémantique reste très importante, les gens ont quand même automatisé beaucoup de choses. Pour le reste, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de modifications liées à l'IA. Je pense que depuis quelques années, la manière de faire du SEO a quand même commencé à changer. Elle se rapproche plus du SEO à l'anglo-saxonne, quelque part, beaucoup plus proche du marketing de contenu par exemple qu'avant, un peu moins technique. Mais je ne vois pas de modification majeure pour l'instant. Après, il ne faut pas oublier, ChatGPT, ça a grosso modo 1 an à peu près là. Ouais. Donc on a l'impression que ça fait 10 ans qu'on s'en sert, mais en fait non, ça fait quelques mois. Il y a des gens qui disent qu'ils s'en servent depuis le début, mais en pratique, on sait que l'adoption, c'est toujours un peu plus long que ça. Donc en réalité, aujourd'hui, on a une expérience qui est assez faible sur ce que ça pourrait vraiment donner, parce que la plupart des gros acteurs ne changent pas leur process du jour au lendemain à chaque nouveauté. Sinon, en fait, on changerait nos process tous les jours, quoi. Donc là, pour l'instant, je pense qu'on ne voit pas encore l'effet de ce qui pourrait se passer. Et donc, je serais incapable de dire techniquement ce qui risque de changer. Ce qui va arriver. Ouais. Okay. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de tâches concrètes qu'une entreprise peut faire au quotidien avec l'IA, justement, pour améliorer son référencement ? Tu nous as parlé du contenu, mais il y a plein d'autres choses. Oui, il y a vraiment plein d'autres choses. Il y a beaucoup d'analyses techniques, puisqu'il y a beaucoup d'analyses de data dans le référencement. Donc ça, c'est le premier truc. On ne s'en rend pas compte, mais on peut, par exemple, donner de la data search console à ChatGPT et puis lui demander des graphiques, des choses. Donc on peut faire des choses assez intéressantes pour faire, par exemple, de la prédiction de CTR ou des trucs comme ça. Et puis plus globalement, en fait, on peut beaucoup améliorer ces process, mais des trucs très très bêtes en fait. Quand les gens qui font du netlinking, il y a ceux qui achètent les liens, etc. Puis il y a ceux qui font du netlinking en étant proactifs et donc en contactant des gens. En fait, l'automatisation de la réponse, l'automatisation de l'écriture, qui est valable aussi d'ailleurs pour faire du commerce, pour faire des sales et tout, c'est quand même hyper pratique. Pour faire du support. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nous, avec Babar et Urtex Go, on a beaucoup de support. On a plusieurs milliers de clients, on a le support, voilà, tous les jours, on a des dizaines ou des centaines de messages. En fait, avec ChatGPT, on peut automatiser une partie du support, en fait. Et les gens ne s'en rendent pas compte, juste. Voilà. Et il y a toujours un humain, mais ça permet d'accélérer le travail. À t'écouter, l'IA améliore quand même la qualité basique de la réponse, que ce soit le contenu ou la réponse au chat. En fait, il y a toujours ce truc de... je vais prendre un cas support tout bête. Quelqu'un, voilà, il y a des fonctionnalités dans les outils. Certaines sont plus ardues à comprendre que d'autres. Et donc, les gens vont avoir du mal avec une fonctionnalité particulière. Dans Urtex Guru, par exemple, c'est le mécanisme de scoring et d'extraction de contenu. Et donc, on reçoit beaucoup les mêmes questions. Et quand on reçoit beaucoup les mêmes questions, les gens qui sont au support, leur temps, il est contingenté. Donc, le temps qu'ils peuvent consacrer à une réponse qui est un peu balisée, etc., il est assez faible au final. Et donc, la qualité de la réponse dépend beaucoup du temps qu'on y passe aussi. Et donc, si j'ai que 30 secondes pour répondre à une question, la question va avoir une meilleure réponse avec
une hybridation humain-IA. Si par contre, je consacre une demi-heure à répondre à la question, parce que c'est une question très complexe sur un bug, etc., l'humain n'est pas... on ne peut pas se passer de l'humain. Il n'y a que l'humain qui peut faire une bonne qualité de réponse. Mais sur tout un tas de petits trucs extrêmement balisés, c'est facile, d'autant plus qu'on peut nourrir le modèle en lui fournissant les réponses qu'on a fait au fur et à mesure, en lui disant celles-là, elles sont bonnes. Et donc, en fait, il apprend, on lui donne des exemples de réponses. Et donc, oui, là, dans ce cas-là, il y a une vraie... il y a une amélioration de la qualité. Pourquoi ? Parce que, finalement, avec un temps limité, on fournit une réponse qu'on aurait pu faire seulement avec plus de temps. Et donc, voilà, parce qu'en réalité, ce qui compte, c'est pas tant ce qu'on peut faire au mieux, c'est ce qu'on fait en réalité par rapport aux contraintes qu'on a. Et avec des fortes contraintes temporelles, l'IA nous aide beaucoup. Ok. Justement, sur ces contraintes, est-ce que tu aurais 2-3 tips ou des conseils à donner à des créateurs de contenu qui veulent utiliser l'IA, soit pour aller plus vite, soit pour produire de meilleurs contenus ? Ouais, alors moi je vais donner toujours le même conseil en fait, mais qui est un conseil même générique, qui n'est pas que pour les créateurs de contenu. C'est toujours amusant de regarder comment les gens interagissent donc avec les mécanismes de prompting. Je sais que l'IA, c'est une machine. Et donc, on ne doit pas anthropomorphiser en théorie, mais en réalité, il faut parler à l'IA comme si c'était un assistant, l'élève qui n'a pas tout compris, mais qui n'est pas forcément fut-fut, mais qui est travailleur et qui va faire des trucs. Il faut le punir quand il fait mal. Et il faut vraiment être en interaction, vraiment une discussion. Il faut demander explicitement ce qu'on veut à l'IA. Quand on veut un article, en fait, les gens ne savent pas demander. C'est ça. C'est quand par exemple, on a un article qu'on a écrit qu'on veut l'améliorer, c'est pas « voilà l'article, améliore-le », c'est « voilà l'article ». Qu'as-tu compris de cet article ? ChatGPT fait un résumé. Tu as bien compris l'article, mais les gens qui le lisent ne le comprennent pas d'habitude, parce que si, parce que ça. Qu'est-ce que tu me proposes pour l'améliorer ? Là, ChatGPT dit voilà ce que je propose. Dit cette proposition me plaît, est-ce que tu peux l'intégrer à tel endroit, etc. Il faut un vrai dialogue, comme si on discutait avec un salarié. En fait, un salarié, on lui dit pas voilà le texte, démerde-toi. On l'aide pour faire les choses. Et puis une fois qu'il sait le faire, une fois, 2 fois, 3 fois, là, il peut automatiser. Et c'est là où on rentre dans un truc qui est différent. Mais dans un premier temps, c'est ça qu'il faut faire. Et là, les gens, je pense, la plupart du temps, ont l'impression que l'outil sait tout faire. L'outil ne sait pas tout faire. L'outil est un outil qui aide. Et donc, on n'est pas encore au truc où l'outil remplace le truc. Parce que si l'outil savait tout faire, on n'aurait pas besoin de la personne qui l'utilise. Et actuellement, on en a besoin. Bonne réflexion. Ouais, mais c'est du management assez haut, quoi. Faut vraiment bien l'encadrer dans ce que tu veux. Ça, c'est un très bon point de vue. Ça transforme les opérationnels en semi-manager ou en manager, tout à fait. Ouais. Ok. Comment tu vois, aujourd'hui on voit qu'on pose des questions justement à ChatGPT ou à n'importe quel autre, on va dire, moteur conversationnel d'IA, mais de plus en plus les gens commencent à lui poser des questions. Il répond bien ou mal, ça c'est un autre sujet, mais comment tu vois l'évolution d'un moteur de recherche ? Bon, Google principalement, mais il y en a encore quelques autres à côté. Comment tu vois l'évolution du search sur un moteur de recherche versus le search sur les moteurs d'IA type Bing, ChatGPT, mais même Skype a intégré En fait, c'est assez amusant parce que le passage du search moteur, celui qu'on connaît, moi j'appelle ça le search base de données, à celui qui est conversationnel, c'est vraiment ça en fait. On passe de la base de données au conversationnel, au sens l'assistant. Et donc au lieu de chercher soi-même dans la data puis après de la comprendre, l'outil fait tout et il nous explique ce qu'il en a compris et puis il faut adhérer à cette compréhension. Et donc pour un certain nombre de types de recherches, ça passe très bien en fait, parce que beaucoup de recherches qu'on fait sont très mécaniques et n'ont pas besoin, en fait, la compréhension. En fait, en réalité, il n'y a pas de vraie compréhension. Si je cherche les horaires d'ouverture du restaurant, le truc qui me dit le restaurant est ouvert de telle heure à telle heure, ça me correspond parfaitement. Et donc ça, c'est des cas d'usage qui sont parfaits. Et donc pour une grosse partie des recherches qu'on fait, le moteur n'est en réalité pas utile. Et donc, c'est l'agent conversationnel qui va faire. Après, pour tout ce qui est vraiment de la vraie recherche d'information, mais la vraie de vraie, celle où, quand on était jeune, ceux qui sont quand même au-delà d'un certain âge, parce que les plus jeunes n'ont pas connu, mais on allait dans une bibliothèque quand on avait une recherche à faire pour faire un exposé ou des trucs comme ça. Toutes les recherches qui étaient de ce type-là, elles vont probablement continuer à avoir besoin, au moins en partie, du moteur de recherche. Est-ce qu'on y accédera via le conversationnel ou en direct ? Ça, je pense que ça dépendra de chacun et surtout du device qu'on aura sous la main. Si on est sur son portable, on n'a pas le même comportement probablement que si on est sur un desktop, etc. Ou si on n'a pas de device, parce que visiblement, on commence à s'approcher avec des trucs sans device visible, avec du vocal. Tout le monde le promet depuis des années. Je reste sceptique, mais c'est lié quand même à la techno derrière. C'est-à-dire que tant que la techno qui te répond en vocal est nulle, ça ne sera pas utilisé. Maintenant, ça a l'air ça commence à être un peu plus mature. Mais donc voilà, je ne sais plus où j'en étais, mais tout ça pour dire que, voilà, à mon avis, ça va être vraiment très différencié selon les types de requêtes et selon les types de devices qu'on aura sous la main.
Et je ne pense pas que l'un va prendre le pas sur l'autre. Je pense que ça va coexister d'un point de vue usage. Après, il y a une problématique qui est liée au modèle économique que chacun y met derrière, mais ça, c'est une autre problématique en fait. Ouais. À un moment donné, s'il y a un usage massif, on peut faire confiance à tous ces acteurs pour savoir comment faire pour gagner de l'argent dessus. Je rappelle que la pub sur le web, telle qu'on la connaît, elle date de 2002-2003 à peu près. Les moteurs de recherche datent de 98, donc même 94 pardon, pour Yahoo. Donc, littéralement, pendant plusieurs années, il n'y avait pas de vraie monétisation et ils ont fini, comme tout le monde s'en servait, par trouver comment gagner de l'argent. Donc, ça, là-dessus, je ne m'inquiète pas trop, en fait. Donc, justement, tu parles de monétisation. Donc, ces nouveaux moteurs IA, conversationnels ou autres, c'est un sujet quand même pour les entreprises parce qu'on peut être visible en tant que marque. Est-ce que tu as 2-3 tips? Alors, on est au tout début, il n'y a pas beaucoup d'études dessus et tout, je sais bien, mais est-ce que tu as 2-3 tips pour essayer d'apparaître? Par exemple, quand j'ai demandé à ChatGPT ou à Bing ou à un autre moteur d'IA, quel est le meilleur hôtel à Orléans pour venir au SEO by Night au mois de février, ou qu'est-ce que je peux faire comme activité? Est-ce que tu as des tips pour que des entreprises, notamment dans le tourisme, ce genre de business, puissent remonter dans ces moteurs? Il y a un truc qui est évident, qui est l'effet de volume, en fait. Aujourd'hui, le conversationnel n'est pas appuyé... il faut que je rentre dans les détails, je suis désolé. Aujourd'hui, l'agent conversationnel, on dit que c'est l'IA, mais en fait, l'IA, c'est plus qu'un agent conversationnel. Donc, l'agent conversationnel, c'est finalement une interface. Une interface sur quoi? Aujourd'hui, c'est une interface sur lui-même. Certains agents conversationnels, ChatGPT et tout, peuvent aller faire des requêtes sur le web et tout, mais on n'est pas encore dans des approches qui sont vraiment hybridées avec des bases de données. C'est ce qu'on appelle du RAG ou du GraphRAG, ça a un nom, c'est recherche, je ne sais même plus, research, je ne sais plus ce que ça veut dire, augmented generation, un truc comme ça. Enfin bon, c'est quand on met ensemble une base de données et un agent conversationnel, et que l'agent conversationnel, il va accéder à la base de données pour répondre. Par exemple, il va accéder au knowledge graph de Google pour donner une réponse. Donc pourquoi je disais ça? Pour les marques, visibilité des marques sur... Et donc ça, c'est ce qui va se passer à terme. Mais aujourd'hui, le modèle s'éduque sur les textes qu'il trouve sur le web. Si une marque est présente sur beaucoup de textes, elle a plus de chances d'apparaître parce qu'elle aura plus servi à entraîner le modèle. Et donc la présence massive d'une marque, c'est le plus sûr moyen d'être présent dans le modèle de langue. Donc le spam un peu basique. En fait, après, probablement qu'il y a une réflexion sur le dataset pour dire ce qu'on garde pas. Mais une marque est plus puissante, a plus de chances d'apparaître. Et d'ailleurs, c'est assez amusant. On peut demander à ChatGPT s'il connaît les marques ou les personnes. Et on voit d'ailleurs les progressions, etc. On peut le faire pour les personnes du SEO. Par exemple, moi, j'ai essayé sur tous les SEO un peu connus. On a tous essayé, je pense. Voilà. Et donc, il y en a qui sont connus, il y en a qui ne sont pas connus, etc. Et ça dit beaucoup sur un peu la présence qu'ils ont globalement. Pas sur le niveau, sur rien du tout. C'est une question purement de présence. Et là, je parle vraiment de volume. Voilà. Alors, pour l'instant, je pense qu'il y a un côté, entre guillemets, vérité, parce que vu que le dataset est un peu ancien, si tu avais un volume d'informations sur toi, tu es dedans. Mais bon, dans les années à venir, il y a peut-être des stratégies à mettre en place pour augmenter ce volume d'informations. Oui, tout à fait. Mais comment, on ne sait pas encore, en fait. Parce que, voilà, il faudra voir comment ça se passe. D'une manière générale, si tu avais 1 ou 2 conseils à donner à des référenceurs qui sont peut-être déjà un peu expérimentés ou qui agissent dans le référencement aujourd'hui, pour arriver à s'adapter dans les années à venir, à pas être complètement largué ou perdu, est-ce que tu aurais même si c'est un peu des conseils de vie, tu sais, ou des trucs en mode gourou ou leçon machin, est-ce que tu aurais quelques visions à partager? À part changer de métier, tu veux dire? Non, pardon, c'est pas drôle. La période, c'est compliqué, c'est très très compliqué comme truc. En réalité, comme on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Faut être clair, même chez Google, ils n'ont aucune idée, ça se voit, ils naviguent complètement à vue. Quand on voit les derniers événements sur le modèle Gemini, qui mettent, qu'ils enlèvent, qui machin, juste c'est pas possible. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer, donc le seul truc qu'on peut faire, et c'est un conseil à 2 balles en fait, mais c'est d'être en veille continue et surtout d'apprendre à se servir de tous ces outils pour les comprendre. Aujourd'hui, il y a trop de SEO, malheureusement. Il y en a plein qui l'utilisent, mais qui l'utilisent que pour les contenus, par exemple, et qui ne passent pas au-delà. Souvent, en plus, par ricochet, dans des outils qui sont très très bien, mais ils n'utilisent pas directement l'IA, ils utilisent un outil qui utilise l'IA. Et nous, dans Your Text Guru, on l'a, mais ce n'est pas la même chose d'utiliser Your Text Guru pour générer des textes et utiliser ChatGPT, ça n'a rien à voir. Et donc, il faut apprendre à s'en servir pour comprendre les limites de ces outils et où est-ce que l'humain peut s'insérer pour continuer à faire du business. Par exemple, il y a plusieurs visions de l'avenir qui coexistent actuellement, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais il y a un truc qui est évident, qui est dans le cadre où l'IA fait surtout la petite main, les tâches qui restent pour l'humain, en fait, c'est les tâches de haut niveau.
il y aura toujours besoin de managers, il y aura toujours besoin de conseils de très haut niveau pour définir des stratégies, mais qui seront implémentées en partie par les. Donc, quelque part, le conseil qu'on peut donner, c'est de comprendre ce qui se passe et de monter en niveau sur la capacité à être moins opérationnel et plus stratège finalement. Et alors c'est un peu, c'est compliqué, je ne sais pas qui regarde ce podcast, mais les gens qui sont par exemple in-house chez les annonceurs, ils ont déjà souvent un post-profil, parce qu'ils gèrent des prestataires, etc. Les gens qui sont éditeurs, ils sont plus dans l'opérationnel. Et c'est ceux-là, en fait, qui vont avoir plus de changements, en fait, pour eux, parce que déjà sur les contenus, ils ont déjà vécu un changement, mais il faut qu'ils deviennent plus managers, en fait, alors qu'aujourd'hui, ils sont souvent tout seuls. Donc ça n'a pas de sens pour eux. Mais il faut qu'ils se mettent dans une posture de quelqu'un qui aurait une équipe. C'est là où on voit que les éditeurs qui avaient déjà une équipe, souvent en offshore ou pas d'ailleurs, mais qui géraient une équipe, s'adaptent mieux à l'IA. Bien sûr. Et ont compris qu'en fait, le petit soldat, tout à l'heure c'était Thomas Kubel qui parlait de collaborateurs ou de petits soldats automatisés. En fait, l'IA ou un GPT est un soldat automatisé, il en veut plein pour avoir une armée de collaborateurs qui bossent avec lui et aller plus vite, plus loin, quoi. Oui, tout à fait. Eh ben, merci Sylvain pour tous ces éléments. C'était encore très complet encore une fois. Puis merci pour ce bel événement. Écoute, merci, ça fait plaisir. La masterclass que vous avez donnée avec Fred a vraiment des bons retours déjà. Ils viennent juste de sortir, donc incroyable. Non, mais c'est vrai, ça plaît. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pour un prochain by Night. Rendez-vous pour des prochaines masterclass SEO. Vous allez retrouver d'autres vidéos, d'autres intervenants. Et à bientôt. Merci. Au revoir.